Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. C'est un premier webinaire d'une série qui va en fait tout simplement arriver dans les prochaines semaines. L'objectif de ce webinaire est de découvrir ou de redécouvrir Enscape 3.0. Ceci notamment dans le cadre de la gestion des rendus dans un processus BIM. Alors, donc ce webinaire 3.0, on va le voir en fait en plusieurs étapes. Je vais vous présenter rapidement Man Machine France. Je ferai ensuite une introduction où par la suite je vous présenterai les cas d'usage et les prérequis pour pouvoir en fait tout simplement utiliser correctement les outils dans un process. Je vous ferai une présentation de l'outil, une intégration dans un processus de coordination BIM et on finira par une conclusion sur le produit en fait. Donc, présentation de Man Machine France et Man Machine de manière globale de toute façon. C'est une entreprise qui a été créée au début des années 80, hein, tout simplement lors de la numérisation de la planche à dessin avec l'avènement des produits AutoCAD tels qu'on les a connus et qu'on continue à les connaître avec les nouvelles mises à jour. D'ailleurs, je vous conseille de regarder les nouvelles mises à jour de 2022. Elles sont quand même assez intéressantes pour le produit. Donc, premier partenaire d'Autodesk en Europe, deuxième mondial, plus de 250, à peu près 250 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est une entreprise qui est quand même assez robuste et qui se porte quand même assez bien. Plus de 60 implantations dans le monde, avec plus de 1000 collaborateurs, donc plus de 100 développeurs, hein, 100 développeurs qu'on a besoin aujourd'hui pour pouvoir développer les solutions métiers, les plugins, etc. Une entreprise qui est finalement tournée vers la conception, le développement et la commercialisation de solutions CAO, BIM, CFAO, avec plusieurs targets, plusieurs cibles métiers présents sur plusieurs segments de marché. L'industrie manufacturière, l'industrie de l'architecture et de la construction, l'industrie aussi des infrastructures et du génie civil. Énormément d'offres à- possibles en fait finalement pour sa clientèle, hein. Des déploiements de solutions CAO et BIM, des formations avec la possibilité de faire des transferts de connaissances et de compétences BIM, énormément de conseils et beaucoup de gestion de plateformes collaboratives sur les projets. Travailler aussi sur le détachement de compétences BIM selon les besoins du client. Intervenir au niveau du management de projet BIM et faire aussi les audits et le conseil sur le déploiement du BIM dans les projets. Donc pour ma présentation personnelle, je suis en fait tout simplement aujourd'hui votre interlocuteur pour tout ce qui est formation, audit, accompagnement. Donc en gros, mon rôle auprès de vous, c'est de faire énormément d'accompagnement, d'assistance à projet, tant pour le côté assistance à maîtrise d'ouvrage que l'assistance à la maîtrise d'œuvre. Vous aider à monter en compétences, s'il le faut, tout simplement vous proposer un détachement de compétences dans vos équipes, faire les audits et les conseils sur les projets et travailler sur des supports et les différentes aides vous permettant en fait tout simplement de continuer à vous positionner sur les cas d'usage, sur vos cas d'usage. Donc un parcours assez atypique. J'ai fait un IUT génie civil à l'époque en 2007, option bâtiment, et j'ai continué mes études par la suite en faisant un double diplôme avec l'école de technologie supérieure à Montréal au Canada, où j'ai pu travailler, j'ai eu la chance de travailler dans un laboratoire de recherche sur le processus de conception intégrée. On a aussi dans ce parcours-là tout simplement la participation à un master spécialisé BIM entre les universités ESTP et UNPC en Ile-de-France. Voilà, donc le BIM c'est quelque chose que je connais depuis à peu près 10 ans. Mes appétences en fait aujourd'hui
sont reliés au BIM, hein. C'est une passion de pouvoir travailler sur les process BIM et dans cette, tout simplement ces processus croisés avec de la collaboration, de la coordination, le tout orienté sur de la créativité et l'innovation. Euh, j'ai quand même un faible pour tout ce qui est plateforme collaborative et sur tout ce qui est aspect normatif qui nous permettent en fait tout simplement de travailler toujours et toujours comment on dirait ça, en milieu, en milieu partagé, croisé, et en ingénierie concourante. Voilà le mot que je recherchais. Parce que c'est un terme qui est très utilisé dans le monde de l'industrie. Et c'est étant donné qu'on industrialise le monde de la construction, justement le mot que je cherchais. Voilà, donc du coup, Man Machine, en fait, tout ça pour vous dire que Man Machine vous accompagne dans tous vos projets CAO et BIM. J'enchaîne sur une petite introduction sur le sujet de notre webinaire. Aujourd'hui, l'objectif de ce premier webinaire, c'est de vous présenter l'outil à sa version 3.0. C'est un premier webinaire d'une série. Et cette série concernera du coup les pré-réglages type, les matériaux, les objets Enscape, les lumières artificielles, les objets de type sound et tout ce qui va en fait il va y avoir du coup en fait sur ce sujet-là, on travaille énormément avec Revit dans le cadre de notre travail aujourd'hui, enfin en tout cas pour notre webinaire d'aujourd'hui. Nous allons travailler avec l'intégration de l'outil Enscape dans Autodesk Revit. Enscape, Enscape se greffe aussi sur d'autres solutions, hein, comme celle d'Archicad, hein, qui est aussi un très bon outil BIM. Et nous verrons aussi par la suite, hein, dans ces objectifs, c'est voir comment en fait Enscape est utile, en tout cas vient consolider d'une certaine manière la coordination et la collaboration dans un environnement pour de projets BIM. Je vais vous parler aussi des cas d'usage et des prérequis. Des cas d'usage, alors les usages, qu'est-ce que c'est en fait? Les usages en fait, ce sont tout simplement des besoins qui sont catégorisés en fonction des différents buts euh, sur lesquels en fait les objectifs en fait finalement qui sont spécifiés. Ces cas d'usage en fait et ces usages sont spécifiés en amont par la maîtrise d'ouvrage et sont développés dans tout l'encadrement documentaire qu'on peut avoir sur un projet. Le but d'un usage BIM, c'est tout simplement un objectif spécifique à atteindre avec une application, une application particulière ou alors tout simplement dans la philosophie BIM pendant le cycle de vie d'un ouvrage. Donc en fait, on peut avoir des cas d'usage ou des usages qui vont en fait tout simplement être spécifiques à une phase. Cette liste des usages, comme je vous dis, hein, retenue sur un projet, la plupart du temps c'est la maîtrise d'ouvrage qui la drive, ou en tout cas l'assistance à la maîtrise d'ouvrage qui la drive. Voilà, encore une fois, le BIM manager interne qui s'occupe de la gestion exploitation maintenance qui la drive sur son projet. Elle est mise à jour en fait pour chacune des phases du projet. On a la programmation par exemple, on peut avoir des cas d'usage spécifiques à la programmation, des cas d'usage spécifiques à la conception, des cas d'usage spécifiques à la construction, donc l'exécution, et des cas d'usage spécifiques à l'exploitation et à la maintenance. Un usage BIM en fait tout simplement peut porter sur tout ou une partie euh, du projet. Et c'est ce qu'on a en fait du coup dans le grand ensemble de la VDC, tout ce qui est Virtual Design Construction. Et nous, en fait, aujourd'hui, on est là pour le cas qui nous intéresse, en fait, finalement, le grand cas, la- le process qui nous intéresse, c'est tout ce qui est en fait relatif à la visualisation. Donc, vous en avez d'autres, hein, vous avez la possibilité d'analyser énormément de choses, hein, les consommations et autres, hein, travailler sur toutes sortes de simulations, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui, c'est
l'aspect visualisation, l'aspect collaboration et l'aspect en fait tout simplement prise de décision. Donc des différentes cas d'usage que je vous ai présentés ici, hein, vous en avez quatre, vous en avez d'autres aussi, hein, après à vous de voir comment c'est spécifié dans la documentation et du coup les cahiers des charges. Mais en tout cas, voilà, vous en avez quatre. Réaliser les rendus projets afin d'assurer la communication autour d'un projet. Réaliser des environnements réalistes et navigables dans les trois dimensions. Permettre des visites virtuelles en temps réel. Ou en quatrième, permettre les visites en immersion totale grâce à la réalité virtuelle. Donc au niveau des prérequis, bah, c'est simple en fait. On a besoin du coup d'un aspect documentaire, hein, qui cadre le projet en BIM, tout en respectant certaines contraintes comme l'intention architecturale et les intentions techniques, en fait, finalement. On a une donnée d'entrée qui se matérialise sous la forme d'un modèle métier 3D. Et ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est tout simplement produire un livrable, une donnée de sortie avec un modèle métier 3D réaliste. Ce qui est nécessaire en fait en amont, c'est de pouvoir travailler pour mener cette activité avec des compétences utilisateurs un peu plus, enfin pas classiques. On va essayer de, avec un outil comme Enscape, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances pointues. Les connaissances pointues vous permettent tout simplement d'avoir des rendus beaucoup plus réalistes. On va en parler, mais bon, vous avez besoin de compétences, du matériel informatique assez bien dimensionné, les outils de modélisation de métier. Dans le cas ici, ce webinaire, ce serait plus sur du Revit. Et ça, comme je vous ai dit, hein, ça marche très bien sur Archicad, sur SketchUp aussi, qui est un outil très très puissant. Et voilà. Donc au niveau du coup du matériel informatique, hein, au niveau du prérequis, il y a des configurations types qui sont en fait présentes sur le site de l'éditeur. Sur la plupart des sites d'éditeurs, en fait, la plupart du temps, ils font pas l'erreur de ne pas vous mentionner quel type de machine il vous faut. Donc en fait, il y a des configurations mini, hein. L'éditeur propose en fait tout simplement de travailler au minimum avec un processeur Intel i5 avec une carte graphique de type GTX 660 au minimum, voire du K2000. Euh, GTX pour la partie GeForce, hein, pour la partie gaming, Quadro pour la partie pro, ou l'équivalent à un AMD avec une certaine taille de DRAM et une certaine taille de VRAM. La DRAM, c'est les barrettes mémoire en fait que vous avez sur votre poste. La plupart du temps, hein, si c'est pas du soudé directement sur la machine, vous avez la possibilité de l'upgrader, donc la mettre à jour, le commander chez votre fournisseur. Vous avez aussi la possibilité, en fait, enfin, vous n'avez pas la possibilité, votre carte graphique est préconfigurée, hein. Vous avez aussi des barrettes mémoire intégrées à la carte graphique. C'est ce qu'on appelle la VRAM. Et en fait, il y a un minimum recommandé, en fait. Moi, j'ai une vision aussi différente pour le mini, en fait, hein, ce que je vous demanderai, si vous avez la possibilité de le faire, ça va dépendre aussi du budget, de l'enveloppe budgétaire qui vous est alloué, c'est de travailler sur Windows 10 si possible, avec un processeur de type Intel i7, excusez-moi, au minimum. Pour ceux qui veulent travailler sur du Xeon, pourquoi pas. i7 c'est bien pour pouvoir atteindre des pics de puissance intéressantes. Xeon c'est tout aussi. Vous avez la possibilité, hein, vous avez des cœurs qui sont pas mal réactifs quand les applications le demandent, mais voir un petit peu quelle application demande réellement tous ces cœurs-là. Donc l'i7 ça suffit en minimum. Une carte graphique RTX Quadro si vous travaillez sur du pro. Moi en tout cas ma machine que vous voyez en face de vous c'est du Lenovo en fait, hein, tout simplement. C'est tout simplement le P73, le 17 pouces que j'ai pris en fait directement dans la série P professionnelle. Et voilà, pour répondre aux questions, hein, souvent quand je fais les présentations, on me demande quel type de machine il faut, comment je fais pour atteindre ces performances graphiques, comment ça se fait que ça souffle pas, on n'entend pas les ventilateurs,
ça marche très très bien, c'est fluide, hein, que ce soit au niveau du traitement de nuages de points, donc des millions de points, ou alors sur des rendus graphiques assez intéressants. C'est parce qu'en fait j'utilise une machine qui est assez bien dimensionnée. Et certainement, je suis pas comme vous, hein, j'ai itéré ma demande à plusieurs reprises pour avoir une machine performante. Donc ça, le problème, je le connais très bien, hein, derrière. Donc un minimum de mémoire de 32 Go en DDRAM et une mémoire VRAM de 6 à 8 Go, hein. 6 Go, c'est le minimum pour moi. Allez sur du 8 Go si vous avez la possibilité de le faire. Mais voilà. Donc, alors ce qui est bien par contre sur le P73, une petite parenthèse, c'est que vous pouvez aller jusqu'à 128 Go de RAM. Donc pour ceux qui veulent vraiment, comme moi, ne pas avoir de ralentissement ou alors tout simplement un manque de fluidité durant les navigations sur les gros fichiers qui demandent tout simplement euh, une certaine robustesse, une certaine performance et une efficacité, n'hésitez pas à mettre un petit peu les moyens. Demandez conseil auprès de votre DSI en interne, s'il vous plaît. Normalement, il saura vous renseigner. Choisir un matériel de qualité et éprouvé. Regardez les avis. Regardez un petit peu les benchmarks. Vous verrez très rapidement vers quel type de machine il faut se tourner. Voilà. Ce qui arrive souvent, hein, quand on fait un mauvais choix, c'est qu'on a des risques. Le risque d'avoir ce genre de fenêtre, hein, le fait que finalement, quelque part, on a un souci avec le GPU d'une carte graphique qui est pas assez bien dimensionnée. Donc voilà une fenêtre, par exemple, que j'ai rencontrée quand j'ai pris la main sur un poste d'un client à distance. Et donc, on se posait les questions de savoir pourquoi ça ne fonctionnait pas. Ça a été très simple. Dès que j'ai vu cette fenêtre, je savais directement où aller pour pouvoir en fait voir que finalement la carte graphique n'était pas assez dimensionnée pour pouvoir suivre les manipulations, les actions. Donc voilà, et aussi ce qui arrive souvent, c'est que les acheteurs ne sont pas forcément les utilisateurs. Ils ne peuvent pas forcément comprendre l'utilisation. Pensez à remonter l'information que nous sommes aujourd'hui en train, on est sur une pente où en fait on va utiliser de plus en plus des machines performantes pour pouvoir atteindre des résultats bluffants. Et en fait, cela sera permis que grâce à l'utilisation d'outils bien dimensionnés. Donc voilà. Il n'y a pas que l'outil, hein, finalement qui fait la chose. En fait, il va falloir aussi développer les compétences utilisateurs. Donc avoir la possibilité de faire une modélisation des données en BIM en amont, avoir la possibilité de travailler sur des objets, hein, la production d'objets spécifiques, hein, pour pouvoir en fait garantir un résultat réaliste, avoir des solides connaissances sur les matériaux, sur les jeux de lumière, sur les effets son, et pour ceux qui le peuvent, avoir quelques connaissances en création de scénarios et de montage vidéo pour pouvoir générer des visites guidées ou alors tout simplement des cinématiques assez percutantes. Au besoin, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous laissera nos adresses mail en fin de présentation, mais vous avez la possibilité de suivre une petite formation sur la création de rendu avec notre outil, avec l'outil Enscape. Donc là, je vais vous présenter très rapidement l'outil et je vais basculer du coup sur Revit. Donc 2 secondes, j'ouvre un petit peu Revit. Sur Revit, j'ai en fait ouvert rapidement un des projets, hein, celui qui est fourni avec le logiciel, celui que vous connaissez. Alors, classique. Vous allez du coup dans votre ruban rejoindre l'onglet Enscape et comme vous pouvez le voir, en fait, vous avez tout simplement une simplification des commandes. Donc ce que je vous disais durant la présentation, pour ceux qui ont déjà suivi en fait finalement ou qui ont déjà travaillé sur Enscape lors des solutions précédentes, l'ancienne version se présentait comme celle-ci. Vous aviez en fait plusieurs groupes de commandes vous permettant en fait tout simplement de travailler sur Enscape
avec les deux fenêtres. Vous avez la fenêtre Enscape qui s'ouvre sur le côté et la fenêtre Revit sur laquelle vous avez en fait certaines commandes. Dans la nouvelle interface, vous avez essentiellement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez une simplification de l'interface Revit et quelque part en fait cette interface repensée. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'éditeur a vraiment pris le soin d'améliorer l'expérience utilisateur en évitant de rajouter trop de commandes sur Revit et en les intégrant directement dans le plugin. Donc du coup, au niveau de l'interface Revit, vous avez moins de commandes, les essentiels, et ce qui est intéressant, c'est que ça évite en fait tout simplement les écrans gris quand il y a énormément de euh, besoin de charger en fait les informations. Donc la nouvelle version 3.0, c'est génial. Donc je vais lancer tout simplement Enscape depuis Revit. Alors, hop là, plutôt celui-là. Et comme vous pouvez le voir, hein, le logo c'est plus le même. On va du coup avoir la possibilité de lancer Enscape de la même manière et choisir quelque part du coup la vue qui nous intéresse. Donc si je viens sur par exemple la vue 3D que j'ai ici et que je fais début, il va me démarrer du coup celle-ci. On lui laisse aller quelques secondes pour qu'il puisse en fait tout simplement lancer la plateforme. Donc voilà, il, il a envoyé du coup le modèle directement dans la deuxième fenêtre qui s'ouvre juste à côté. Et là, comme vous pouvez le voir, la fenêtre est en train de charger. Le chargement s'effectue sur Enscape. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, ce qui est bien, c'est que à l'heure où je vous fais la présentation, hein, donc 19h, il a, il a repris en fait finalement quasiment le même timing directement dans l'environnement actuel. Donc il s'est vraiment basé sur les informations que l'on a dans Revit. Donc du coup, si vous voulez, pour vous présenter très rapidement le produit, nous avons l'ancienne barre que nous avions au centre en bas, qui est en fait tout simplement intégrée maintenant dans ce ruban que l'on peut cacher à n'importe quel moment grâce à cette commande centrale. Et l'outil aide, hein, qui est finalement lâche que vous avez, hein, ce qui vous permettait de cacher et vous montrer finalement le petit bandeau, va vous permettre en fait de retrouver les différentes commandes classiques. Ces commandes-là vont vous permettre en fait tout simplement de vous balader dans la maquette et grâce aux flèches ou alors aux différentes touches que l'on verra en même temps sur la présentation, hein, les mêmes touches qu'on utilise pour pouvoir en fait naviguer pour ceux qui ont déjà travaillé sur, enfin qui ont travaillé, qui ont joué aux jeux vidéo, parce que c'est exactement les mêmes touches. Hein. On utilise le ZQSD ou le W. Alors, ça dépend du type de clavier que vous utilisez, parce que si vous utilisez un clavier anglophone, vous allez avoir un clavier QWERTY, et si vous utilisez un clavier francophone, vous allez avoir un clavier en fait AZERTY. Donc voilà. Donc là, il a pris quand même le moment de la journée actuelle. Si je veux revenir en fait finalement dans le temps, euh, j'ai la possibilité de le faire grâce à mon Shift molette. Shift, pas molette, Shift clic droit de la souris. Et ça me permet en fait tout simplement, comme vous pouvez le voir en bas, parcourir en fait finalement, faire en sorte de jouer sur la course solaire et de bénéficier des différents ombrages sur votre maquette. Donc voilà, vous avez comme d'habitude la possibilité de travailler sur vos différents paramètres de visibilité. Ce qu'il y a en plus dans cette version 3.0, c'est la possibilité de réaliser des pré-réglages. Donc en fait, ces pré-réglages vont vous permettre en fait de régler à l'avance vos différentes positions et vos différentes caractéristiques de qualité de rendu que vous souhaitez obtenir, hein,
tant en jouant sur la caméra qu'en jouant sur les différentes corrections et les effets, que sur l'aspect illumination, l'aspect gestion en fait tout simplement de la densité des nuages au niveau du ciel et des traînées de condensation qu'on a en fonction des passages d'avions et pourquoi pas aussi les différents types d'exports qu'on va pouvoir faire autrement. Mais tout se fait en fait dans cette fenêtre-là. On fera en fait un webinaire spécifique là-dessus, comme je vous l'ai dit bien avant. Créer un pré-réglage, en fait, comme je vous l'ai dit, hein, ça vous permet en fait tout simplement. Alors attention, il faut faire entrer pour que ça puisse être créé. Donc faites pas comme moi, n'oubliez pas d'appuyer sur entrée. Votre export type 2 du coup va pouvoir être réalisé et à n'importe quel moment vous pouvez réimporter des pré-réglages. Donc ça c'est assez intéressant de pouvoir travailler comme ça. Ok. Donc vous en avez plusieurs, hein, vous voyez, hein, en fonction du pré-réglage, le, le rendu ne va pas forcément être le même. Ok, vous avez aussi du coup les paramètres qu'on peut avoir de la fenêtre. Donc on peut changer la prévisualisation de départ, mettre votre logo perso à vous, hein, si vous êtes, euh, vous êtes graphiste, si vous voulez en fait tout simplement mettre en avant votre groupement lors d'une présentation euh, de projet en confrontation. Ça fait vraiment la différence, hein, de travailler sur Enscape, de présenter de visites virtuelles en phase APS, en phase concours. Vraiment, je vous le recommande, hein. J'assiste actuellement à une maîtrise d'ouvrage et sur les 3 groupements qui ont présenté en fait leur projet, ceux qui ont utilisé Enscape ont vraiment fait la différence. Ils ont vraiment gagné des points et ça s'est senti dans les échanges que j'ai eu après avec dans les coulisses quoi. Donc voilà. Donc voilà, possibilité de rajouter le casque de réalité virtuelle. Donc la commande se trouve du coup dans cette interface là. Donc ça nous évite en fait de revenir sur Revit et d'avoir un écran qui grise, hein, pour ceux qui ont déjà eu ce genre qui ont déjà rencontré ce genre d'événement. La possibilité de pouvoir naviguer en mode vol ou en mode marche, hein. On a aussi, pardon, je enlève ça, la possibilité de pouvoir, même avec espace, vous voyez, avec espace, on change du coup la possibilité de pouvoir et marcher. Là, on voit, on a une certaine hauteur, hein. On peut la régler, hein. Ça dépend de la taille de la personne qui fait sa visite, mais en tout cas, on a la possibilité quelque part d'avoir la bonne hauteur de vue quand on fait la navigation. Donc voilà, la possibilité quelque part aussi de pouvoir en fait naviguer dans la maquette et de traverser vraiment sans avoir aucune collision le projet, d'accord, et d'atteindre en fait finalement tout simplement des endroits à des vitesses plus importantes, hein. Donc là vous avez une combinaison de touches aussi, hein, pour pouvoir marcher, naviguer beaucoup plus vite en utilisant la touche Shift. Si vous avancez en même temps, vous allez pouvoir en fait tout simplement vous balader beaucoup plus rapidement. Ok, la possibilité aussi de utiliser la mini-carte avec la touche raccourci M. Cette touche va vous permettre d'avoir une mini-carte. Et depuis cette mini-carte, vous allez pouvoir vous balader directement d'un environnement à un autre sur le projet. Donc là, si je veux aller directement sur le parking, voilà, c'est possible. Et je vais tout simplement pouvoir naviguer. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a la direction de vue, hein. Si je me balade et que je me mets là, j'aurai une direction de vue, hein, qui en fait m'emmène nulle part. Il faudra que j'utilise et cet écran et cet écran. Voilà, ça c'était pour la partie de droite, hein, c'est les commandes qu'on utilise de manière classique. Revenons un petit peu plus haut, regardons un petit peu ce que nous avons comme possibilité, hein, notamment sur l'aspect point de vue. Donc comme je vous disais quelque part, c'est que vous avez du coup une possibilité, c'est de voir les différentes vues 3D qui sont présentes dans Revit, hein. On va pouvoir en bénéficier de tous. Vous allez aussi avoir la possibilité de récolter de manière bidirectionnelle les vues qui sont créées directement sur Enscape. Donc si je reviens sur la partie Enscape, à n'importe quel moment je peux créer une vue. D'accord. Et Landscape créer cette vue là et derrière,
la mettre en favori. Donc ça c'est intéressant de pouvoir la mettre en favori pour que quand vous allez générer du coup des livrables, hein, que ce soit en exe ou en suivant, ou alors tout simplement un support de communication que vous allez tout simplement et faire héberger sur les serveurs de Enscape, ce qui est possible, euh, avoir la possibilité de leur donner en fait différents points de vue pour qu'ils puissent se balader d'un endroit à un autre. Vous pouvez du coup y associer les pré-réglages visuels que vous aurez créés à l'avance et faire en sorte de bénéficier du coup des réglages en question. Donc une fois que vous avez mis la petite étoile, vous avez vu que tout apparaît dans la section favoris et la vue apparaît aussi quelque part dans Revit. Ce que vous venez de créer apparaît aussi dans Revit. Donc vous voyez, c'est bidirectionnel. Si je reviens dans la vue Webinar Enscape de Revit, hop, j'ai la même direction de vue et la possibilité aussi de naviguer à l'intérieur et de faire ce que j'ai à faire. Donc voilà, ça c'est intéressant. Vous avez aussi la possibilité pour basculer d'un endroit à un autre, je pense avoir fait le tour là-dessus, vous pouvez les modifier à n'importe quel moment, revenir dessus s'il le faut, et si vous en créez plusieurs, utilisez la barre de recherche s'il le faut, pour pouvoir en fait avoir l'information plus rapidement. Vous avez la possibilité de travailler sur l'éditeur vidéo, vous pouvez le voir, hein, comme dans les anciennes versions, vous allez avoir la trajectoire de la caméra qui va apparaître et les différents points de vue que vous allez avoir. Ça change, hein, cette interface est totalement nouveau, cette interface est totalement nouvelle. Vous avez la possibilité, comme d'habitude, d'afficher des lignes de quadrillage, hein, pour ceux qui cèdent de ces lignes-là pour pouvoir en fait faire des centrages ou des excentrages. Vous allez avoir la possibilité quelque part, hein, de tout simplement supprimer à n'importe quel moment des points de vue que vous auriez déjà créés, s'il le faut. D'accord, ou pouvoir en ajouter à n'importe quel moment. Donc là, sur cette vue-là, si je sors d'ici, j'ai une durée totale qui fait 16 secondes. Si je descends et que je fais tout simplement, je demande à avoir 5 secondes, j'aurai une cinématique, on est bien d'accord, beaucoup plus rapide avec un effet plus smooth en fait, quelque part. Alors que si j'étais resté sur du 16 secondes, donc en fait j'ai le temps de présenter mon projet, hein, si j'ai besoin de le faire en introduction. C'est un autre effet, c'est une autre communication qu'il doit y avoir derrière. Donc voilà. Quelque part, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit sur la nouvelle interface ou l'ancienne, vous avez la possibilité de créer, de rajouter d'autres points de vue. D'accord? Cette trajectoire-là, qui est dessinée, qui est tracée, vous permet en fait tout simplement de positionner d'autres points de vue. Là, j'en ai par exemple positionné une nouvelle image clé qui est un point de vue et qui me permettra quelque part, s'il le faut, de faire un focus avec un travail sur un champ de vision souhaité. Voilà. Donc mis à jour le tout, en fait on rajoute quelques secondes à la présentation globale et on va avoir du coup la possibilité, une fois que c'est mis à jour, de sortir. Et quand on sort, qu'on se balade et qu'on regarde notre trajectoire, on a bien créé une nouvelle caméra, donc une nouvelle image clé sur le projet. Pour pouvoir les créer à n'importe quel moment, si vous devez en recréer, n'hésitez pas, hein, vous pouvez le faire directement ici. Vous rajoutez une image clé et vous allez créer votre image clé. Voilà. Donc du coup, sur cette timeline globale de 28 secondes maintenant, vous allez en fait tout simplement avoir la possibilité même de rajouter des images clés entre deux images clés. Ça, c'est quelque chose qu'il y a en plus par rapport tout simplement à l'interface qu'on avait avant. Nous avons toujours, pour poursuivre un petit peu, nous avons toujours la possibilité d'exporter nos différents en fait, nos différentes images, nos différentes, enfin si on a besoin de créer une cinématique et de l'exporter au format vidéo, on va pouvoir le faire sans problème. Donc on va pouvoir choisir le type de fenêtre là, avec la résolution qui va bien avec. On peut aller très très loin, on peut aller jusqu'à tout simplement de l'Ultra HD, voire plus. Mais pensez quand même aux personnes qui vont récupérer l'information de l'autre côté.
Donc, travailler aussi ce menu déroulant et en fait choisir une qualité de compression vous permettra quelque part d'aider les personnes qui finalement récolteront l'information, vont leur permettre tout simplement de pouvoir visionner le rendu que vous aurez créé. Et pour ceux pour les puristes, hein, ceux qui veulent travailler avec énormément de détails, avec plus d'images par seconde, vous pouvez le faire. Cela vous permettra de faire des effets sans problème en post-traitement. D'accord. Donc l'export est possible. Vous avez la possibilité d'enregistrer cette trajectoire que l'on a vue tout à l'heure. Donc là, je sors d'ici, on la voit plus, mais quand on sort d'ici, on la voit. Donc vous voyez là, j'ai tout simplement modifié la trajectoire que j'avais. Je peux l'enregistrer et la charger à n'importe quel moment. Et puis même, je peux même tout simplement envoyer cette trajectoire à quelqu'un qui en fait travaille sur le même modèle pour qu'il puisse faire participer en fait quelque part à une présentation de groupe. Donc ça peut servir aussi pour des projets scolaires, hein, pour ceux qui auront à le faire, mais encore dans un process de coordination BIM, la file même du BIM, c'est de la collaboration et de la coordination. Donc celui qui n'a pas compris ça, en fait, n'a un peu rien compris dans les process BIM. La maturité absolue du BIM, c'est le BIM niveau 3, c'est quand tout le monde travaille sur la même maquette. Entre deux, si on a la possibilité de s'échanger les fichiers pour pouvoir travailler, ça reste une maturité quand même assez intéressante à exploiter sur un projet. Donc voilà pour l'éditeur vidéo, très rapidement. Euh, on va avoir du coup aussi la possibilité à n'importe quel moment de faire des captures d'écran. Ce qui veut dire des captures d'écran, c'est qu'en fait on fait un screenshot de ce qui se passe sur l'écran et on l'enregistre finalement dans le dossier images et voilà, tout simplement on lui donne un nom, on enregistre sous. Donc il y a du coup un export de l'image, ça me prend un peu de temps puisqu'il recalcule en fait quelque part, en fait on a une bonne qualité. C'est du statique hein, l'image, on vous rappelez. Voilà, donc du coup, vous avez aussi la possibilité de faire des rendus par lot, et dans ces cas-là, vous choisissez en fait les différentes vues que vous voulez voir exporter avec un calcul. Vous avez la possibilité de créer des panoramiques, que ce soit en mono, donc du coup avoir une image qui fait le tour, ou alors en stéréo, donc du coup la possibilité d'avoir une image sur un œil et sur l'autre. Ce rendu-là, vous le mettez dans vos cadrages spéciaux avec et du coup vous allez pouvoir en fait tout simplement naviguer en stéréo. Et derrière, vous avez aussi la possibilité de faire du coup des exports des livrables en exécutable autonome, voire des versions web autonomes. Donc si quand vous allez cliquer sur une des commandes, on va faire, allez, on va utiliser celle-ci là, alors je l'avais fait quelques minutes avant. Donc en gros, vous avez créé en fait quelque part un exécutable de l'autre côté qui vous permet en fait quelque part de, si je fais ça, ouvrir, tenez, il va me rouvrir finalement cet environnement euh, sans forcément faire le lien avec la licence Enscape que j'ai sur mon poste, qui est reliée à Revit et sur tous les autres, d'ailleurs sur tous les autres logiciels, hein, Archicad et autres. Mais en tout cas, en fait, j'aurai la possibilité. Alors, où est-ce qu'il me l'a mis? Juste donnez-moi une seconde, je crois qu'il l'a. Donc voilà, voilà, nickel. Donc voilà, il l'a ouvert en fait tout simplement en version autonome. Là, j'ai tout simplement derrière, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la version qui est liée à Revit. Dans cette version autonome, on va avoir du coup tout le rendu avec les différentes paramètres de rendu, d'exposition, de luminosité et autres. Et vous aurez aussi, hop là, la possibilité d'aller du coup sur les différents favoris que vous aurez créés. Donc ça c'est l'export que j'avais réalisé avant. Donc vous aviez juste une seule vue, celle de Enscape Vue 3D 1, mais dans le nouveau que j'aurais pu créer, vous en auriez du coup davantage. Donc là cet export là exe, je peux le fermer.
Ça fonctionne assez bien. Vous avez aussi la possibilité d'en faire une web autonome, mais ça c'est tout un, il y a tout un intérêt derrière, c'est quand vous faites vos présentations, notamment avec la démocratisation du télétravail, youpi pour certains et dommage pour d'autres. Euh, Nous avons la possibilité de communiquer les uns avec les autres avec un support et tout le monde peut se balader un petit peu comme ils veulent dans la maquette, euh, découvrir en fait les rendus que vous aurez réalisés. Et c'est quand même assez intéressant quelque part parce que en fait vous pouvez revenir tous ensemble sur les vues grâce aux favoris. Et c'est intéressant quelque part parce qu'en fait durant vos présentations vous laissez la possibilité à toutes les parties prenantes dans une réunion de coordination de se balader un peu où ils veulent et d'aller découvrir si oui ou non au niveau LOD on est carré. Donc voilà un petit peu pour cette interface qui était rapidement présentée. Je finirai avec du coup les dernières commandes qui nous permettent en fait quelque part de travailler essentiellement avec le BIM. Donc le mode BIM, une fois que vous l'activez, vous pouvez en fait voir en surbrillance à un mode à la Minority Report, vous avez la possibilité de voir en surbrillance les objets qui vous intéressent et avoir accès à toute la base de données associée. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Parce que vu la fluidité avec laquelle vous pouvez travailler sur un outil comme celui-ci, il est des fois très intéressant de pouvoir en fait travailler quelque part avec un module comme celui-ci. Ça fait moins mal aux yeux et vous allez me dire vous pouvez le faire avec Revit mais c'est pas la même rapidité. Donc voilà, ça c'était la commande en fait quelque part BIM qui vous permet en fait même de naviguer dans tout le projet. Vous avez des catégories et différents types qui vont être présentés hein, dans votre gabarit. Vous avez la possibilité aussi, par contre, de tout simplement créer des annotations. C'est le bonus en fait de cette présentation. Vous avez la possibilité de créer vos BCF. Les BCF, qu'est-ce que c'est? C'est le format de communication qui est utilisé dans le monde de la construction multiplateforme. Il vous permet de partager en fait des points de vue avec des annotations. Donc si je crée une nouvelle annotation de manière classique, alors pas de manière classique. Ici, je suis connecté avec l'interface BIMTrack. C'est encore une plus grande avancée qu'on a sur cet outil Enscape là. C'est là où on rentre dans le processus de coordination BIM. On va pouvoir se connecter directement sur notre compte perso ou pro, quelque part, sur BIMTrack. Si on veut travailler en local, bah écoutez, on travaille en local et là en fait on va avoir nos BCF qui sont en fait tout simplement stockés en local. Et au besoin, vous voyez que l'icône a changé. Hein, si vous voulez repasser en mode BIMTrack, il va vous demander de vous reconnecter. Et si vous demande de vous reconnecter, j'ai une fenêtre qui vient de se mettre à jour. Je dis bien que je ne suis pas un robot et que je sais très bien ce que c'est qu'un palmier. Je pense qu'un robot serait aussi, mais bon, c'est pas grave. Je me connecte. Mais cette interface et cet outil BIMTrack que vous connaissez tous, hein, c'est un outil aujourd'hui qui a à l'heure actuelle peut-être moins de 10 ans, il doit avoir 5 ans, 5 entre 5 et 10 ans. C'est un outil très très puissant qui vous permet de travailler sur vos différents projets et sur vos différents projets avoir la possibilité tout simplement de remonter un maximum d'issues, un maximum du coup de, de problématiques, en tout en mettant en fait en exergue certaines informations. BitTrack a aujourd'hui la possibilité de vous donner un nombre important de métadonnées. Donc du coup, vous enrichissez vos formats de communication avec les uns et avec les autres de cette manière-là. Donc en fait, pour un projet comme celui-ci que j'ai ouvert, hein, aujourd'hui je peux renseigner énormément d'informations, le type de problème que je rencontre, est-ce que c'est une solution, est-ce que c'est une requête, est-ce que c'est juste un commentaire, les priorités qu'on veut mettre en fait sur ces éléments-là. Donc il va aller vraiment chercher toutes les caractéristiques que vous avez préparamétrées sur votre compte BIMTrack, sur votre interface, et voilà, de positionner en fait quelque part ces problématiques-là. Comment créer du coup un issue du coup là-dessus. Alors si vous voyez ici, si je me positionne, je dis bon bah voilà, je veux que en fait quelque part l'issue test que j'ai créé, on puisse récupérer en fait cette image là.
Donc là, il me dit que cette question n'a pas de position de caméra, mais maintenant, vous l'avez. Une fois que c'est fait, vous l'enregistrez. Vous avez aussi hein, la possibilité d'archiver pour les utilisateurs de BIMTrack, d'archiver en fait quelque part depuis Enscape votre issue quoi. Si je veux en créer une autre, hein, je vais en mettre en local hein, quelque part. Donc là, ça me permettra de synchroniser hein, si je viens ici, hop, pour que ça synchronise avec le serveur. S'il ne le fait pas automatiquement, mais il le fait assez rapidement, il le fait en automatique. Donc du coup, pour recréer tout simplement une question, si je reviens là-dessus, tac, il va me positionner du coup ici. Ici, en fait, tout simplement, j'avais demandé à ce que, hop, il y ait un choix de porte à revoir, puisque là, on est sur une porte de service, on est censé avoir une porte de service, hein, je me retrouve avec une porte, j'ai l'impression une porte plutôt d'intérieur. Donc du coup, quelque part, je vais mettre à jour aussi ce point de vue là pour qu'il soit positionné ici. Et j'enregistre du coup mon point de vue. Hop là. Je peux en créer à n'importe quel moment. Donc du coup ici par exemple je pourrais tout simplement remonter le fait qu'il y a, par exemple pourquoi pas, hein, on ne voit pas hein, ici, hein, mais bon, qu'il y a en fait quelque part on ne voit pas vraiment, mais en fait finalement juste tout simplement dire que vitrage a bien été remplacé. Donc, oh là 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 là, je regarde pas mon écran. Pardon. Vitrage remplacé. Hop. Donc voilà, tout simplement. Ça a été vérifié, donc du coup l'état est terminé. Donc du coup, avec les fonctionnalités de base d'un BCF, comme vous pouvez le voir, hein, on a du coup peu de métadonnées, mais on a quand même la possibilité de faire une bonne coordination avec les outils de base vérification. En fait. Voilà. Et ça, en fait, une fois que c'est fait, on va pouvoir en fait tout simplement le partager, l'exporter s'il le faut. Si on veut en fait tout simplement lancer une discussion tout autour de ce sujet-là, on va pouvoir le faire. On aura on stockera hein, comme sur tout type de BCF un certain historique hein, sur ces informations-là. Donc du coup, on pourra exporter ces questions BCF et on les aura du coup au format BCF. Donc voilà l'icône du format BCF. C'est ce qui en fait nous permet en fait quelque part de les stocker, de les envoyer, de les partager avec les autres. Donc voilà. C'est ici que du coup je vais reprendre un petit peu mon petit PowerPoint, hein, la petite présentation de l'interface et de l'utilisation classique et, est faite. Donc je reviens là-dessus. Donc on a vraiment une belle nouvelle interface de la version 3.0. Les commandes classiques restent identiques pour répondre à toutes les questions. Donc les commandes souris identiques, les commandes clavier pareil, pavé numérique et joystick 3D connexion. On va pouvoir les utiliser. Ce qu'on avait avant, en fait, c'était ce petit encart gris avec les raccourcis clavier et raccourci souris qu'on avait. Là maintenant avec la touche H, hein, on l'a sur le côté. On va pouvoir faire exactement la même chose, les rendus journaliers jour et les rendus nuit, sans problème. Comme je vous ai tout à l'heure, en fait, clavier AZERTY ou clavier QWERTY, on retrouve ces trois touches là avec lesquelles on va pouvoir naviguer hein, pour les gamers. La touche espace pour pouvoir en fait tout simplement se rapprocher à une hauteur de marche avec une hauteur de vue classique, ou alors tout simplement en navigation sans collision. Voilà. Pour pouvoir monter et descendre, les touches E et Q pour les claviers QWERTY ou A et E pour les claviers A et E pour les claviers francophones, AZERTY. Donc voilà. Pareil, on va avoir la possibilité de travailler sur une pavé numérique et tout simplement avoir les rendus. Donc là, vous aurez la possibilité de vous aussi, hein, avec les raccourcis clavier, de choisir l'orientation de la course solaire pour pouvoir avoir un ombrage qui vous intéresse hein, sur le projet. Donc n'hésitez pas, hein, prenez, sélectionnez une de ces commandes-là, vous allez vous positionner en haut, en bas, en droite, à gauche. C'était aussi une des fonctionnalités qui était intéressante dans les dernières releases qu'on a pu voir ces mois derniers.
Donc aussi la possibilité d'utiliser la Space Mouse et le joystick, tout est toujours pris en charge. Les commandes basiques pour la navigation, que ce soit pour la mini-carte, le cadre d'affichage, les modes de projection, le style de navigation et l'immersion VR sont inchangés. On a tout simplement ces commandes qui sont positionnées sur la deuxième fenêtre, celle qui s'ouvre et celle qui vous évite d'aller en fait de l'autre côté. Ensuite, il faut aller chercher, travailler sur les propriétés de vue. Vous pouvez le faire aussi directement dans cette interface-là. On rentrera dans les détails dans un prochain webinaire promis. Ou alors en formation, hein. Vous avez aussi la possibilité, comme je vous ai dit, de monter en compétences, hein, sur là-dessus. Et là, on pourra travailler même sur vos projets, venez avec votre petit projet sur votre clé USB et repartez avec du coup et les connaissances et les nouvelles compétences et aussi avec des résultats bluffants, quoi. Donc voilà les autres commandes qui sont disponibles, comme je vous en ai parlé, hein, la gestion de vue, on aura du coup une liaison bidirectionnelle entre l'interface Revit et l'interface Enscape. On peut créer une vue directement depuis Enscape et l'intégrer dans Revit, hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc raccourci clavier pour la gestion des vues F, non pas VV, VV c'est Revit. Et voilà, donc la gestion des favoris, la création des vues 3D, la migration des vues 3D, la modification de la vue et tout ce qui est nouveau, hein, encore une fois, c'est les pré-réglages visuels qu'on va pouvoir appliquer, enfin un peu comme les systèmes de gabarit qu'on a, de vue qu'on a dans Revit. Là, on va pouvoir faire tout simplement des pré-réglages visuels. La trajectoire vidéo, donc comme je vous ai dit, hein, l'interface a été repensée. On peut faire un export ou un import des trajectoires de caméra au format XML. Choisir aussi du coup les exports en fait, hein, vidéo, la qualité des exports, la résolution. Donc voilà, vraiment une interface totalement repensée où vous allez avoir la possibilité de gérer en fait toute cette timeline là, de placer en fait à l'endroit où vous voulez des, euh, des images clés ou des points de vue. Ça dépend de comment vous les appelez et du jargon que vous utilisez. Pouvoir vous déplacer aussi simplement. L'intervention est simplifiée et travailler sur les jeux d'images. Pour pouvoir faire les captures d'écran et faire les enregistrés sous, comme je vous l'ai montré un petit peu, c'est pas très très compliqué. Vous pouvez positionner sur une vue, vous faites une capture d'écran sur la commande en question et vous faites un enregistré sous. Vous pouvez le faire par lot, donc du coup, vous sélectionnez en fait différentes vues et vous les tout simplement vous demandez à avoir un export. Les exports, donc dans les livrables, vous avez les versions web et les versions exécutables qui sont disponibles, hein. En version web, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître. Vous allez du coup avoir la possibilité de naviguer tous ensemble lors d'une réunion et puis même revenir dessus à n'importe quel moment. N'hésitez pas à revenir sur l'interface Revit pour pouvoir aller sélectionner le lien des versions web autonomes. D'ailleurs, quand vous créez des panoramiques, vous avez tout, hein, dans la gestion des liens dans cette commande-là qui réapparaît. Vous allez du coup, même sur un projet que vous avez, en fait, sur lequel vous avez travaillé l'année d'avant, vous allez pouvoir récupérer ces différents liens et les repartager au besoin. Donc vous allez aussi avoir la possibilité de créer votre version d'exécutable, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et pouvoir naviguer à côté. Donc pensez juste à avoir un logiciel, un ordinateur, est-ce qu'ils ont une machine bien dimensionnée de l'autre côté pour pouvoir visionner les informations. Quant à l'intégration dans le processus de coordination BIM, hein, comme je vous l'ai montré, à l'heure actuelle, on a la possibilité d'utiliser Enscape et c'est ça qui est génial en réunion de coordination parce qu'on a des rendus bluffants. Donc vraiment, c'est quand même très très fluide. On a quand même une grande fluidité dans les données qu'on veut présenter. Vraiment, en fait, on s'octroie une qualité de rendu assez sympathique durant ces échanges. On peut faire mono-modification en temps réel et de manière bidirectionnelle. C'est ça qui est génial. La personne qui souhaite voir une modification, on peut limite même travailler sur du phasage, même des variantes. Le logiciel reconnaît très rapidement, on prend en charge très rapidement les modifications. Les résultats sont automatiques. Avoir la possibilité du coup de sélectionner un objet et d'avoir sa carte d'identité. Aussi, bah, comme je vous l'ai dit, hein, permettre les échanges au format BCF. Pouvoir en fait, avec la première commande que vous avez sur votre ruban,
de créer des points de vue, les mettre à jour s'il le faut. Vous verrez en fait tout simplement apparaître un petit emplacement un peu comme celui que vous avez sur Google Street, Google Maps, quand vous faites une recherche. Donc du coup, mettre en avant toutes les questions, les points de vigilance que vous voulez, gérer les différents statuts. Là, vous en avez un en cours, mais quand vous regardez, vous pouvez en mettre un à l'état nouveau. Et dans la présentation que je vous ai faite, vous en avez quand même quelques-uns qui sont disponibles. Rajoutez vos commentaires et faire vos exports BCF pour pouvoir rentrer dans le processus de coordination et de collaboration qu'on attend en fait dans le BIM. Communiquer avec d'autres plateformes, aujourd'hui BIMtract est pris en charge et aujourd'hui c'est vraiment très intéressant et c'est même très stratégique de la part de l'éditeur de se tourner vers des solutions BIMtract qui sont très très puissantes. Ce sont des outils de référence. BIMtract est un outil de référence pour la coordination. On reviendra dessus avec un webinar très prochainement. Et donc voilà, donc montez sur votre projet une fois que vous êtes connecté sur votre interface BIMtrack, pouvoir en fait enregistrer les informations du coup directement sur votre plateforme. Utilisez en fait les possibilités que vous offre BIMtrack et au niveau des métadonnées renseignables. Vous avez un lien en fait, vous avez finalement vous avez comme si vous aviez BIMtrack sur votre interface Enscape au lieu de l'avoir directement sur Revit. Donc du coup en fait finalement vous pourriez aussi l'avoir sur Revit, de toute façon ça reste la même interface, mais quelque part quand vous êtes en réunion de coordination c'est toujours intéressant de l'avoir juste à côté, quoi. Et on a aussi une image qui est quand même assez belle quelque part, faut se l'avouer. Donc voilà. Pour conclure très rapidement, dans ce premier webinaire, on vous a fait une présentation un petit peu du logiciel, on vous a montré quels sont les avantages en fait, d'utiliser un outil comme Enscape, que ce soit pour Revit ou ça pourrait être pour autre solution. On est quand même assez ouvert dans le monde du BIM pour pouvoir en fait travailler dans des écosystèmes comme assez différents, tant qu'ils puissent communiquer les uns avec les autres, c'est génial. Après, s'il faut vraiment se tourner vers un écosystème qui est gagnant, qui permet en fait tout simplement d'avoir un minimum de latence dans les flux d'échange, on vous conseillera plutôt de travailler avec un éditeur principal qu'un autre, quoi. Et vous en avez plein aujourd'hui sur le marché qui permettent en fait de faire des exports de bonne qualité. Donc c'est une solution intégrée, revenons un petit peu sur cette conclusion, c'est une solution intégrée qui s'ajoute à l'interface utilisateur et qui apparaît vraiment au bon moment, soit tout simplement lors de l'utilisation. Ça permet en fait tout simplement de travailler avec des workflows bien dimensionnés et simplifiés. C'est un outil enfin, en tout cas tous ces outils, hein, même Revit, hein, ce sont des outils qui sont régulièrement mis à jour. Et c'est ça qu'on a en fait comme chance. On a souvent des pop-up qui apparaissent, hein, qui nous disent que bon voilà, on a une nouvelle version qui va apparaître, hein, qui va venir. Donc on vous conseille en fait tout simplement de la, de l'installer. Donc voilà, c'est aussi un ratio qualité-coût hyper intéressant sur les projets. Vous verrez, ça coûte vraiment pas cher. Euh, on est en capacité de vous faire du coup des offres intéressantes. Une bibliothèque d'objets grandissante avec le temps, des possibilités offertes à ceux qui souhaitent vraiment partager leur modèle via courrier en utilisant finalement les serveurs d'Enscape et en partageant les informations directement sur les serveurs d'Enscape. On a aussi une interface ludique et ergonomique et ça, c'est ça qui nous permet en fait quelque part de, de vraiment se positionner sur ce genre de solution, excusez-moi, assez rapidement. Vous avez vu, hein, pour la présentation, je n'ai pas été dans les détails, mais pour la navigation, c'est très très simple. Ça suffit amplement pour faire une coordination de réunion, remonter des problématiques via le format BCF et du coup sur quelque chose de vachement intéressant au niveau de la collaboration et de la coordination. D'autres webinaires vont arriver sur d'autres solutions comme FigProject, comme Transoft, comme Sophistic et d'autres solutions sur Autodesk. Vous allez pouvoir les voir très prochainement. Venez sur notre site internet, n'hésitez pas à le parcourir. Nos webinaires sont en replay aussi, hein, de manière globale. Je vous parlerai aussi quelque part, un de mes collègues travaille sur les rendez-vous du BIM pour l'électricité
d'électricité. On en a un rendez-vous à chaque mois jusqu'au mois de juin, hein, pour le premier semestre de 2021. Et là-dessus, en fait, pour à chaque mois, on voit en fait finalement le BIM pour l'électricité pour chacune des phases. Euh, voilà. Et je vous invite aussi quelque part à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ou YouTube. Tapez Baden Machine France et vous allez pouvoir nous retrouver avec toutes les diffusions qu'on fait. On a des articles de blog, on a aussi énormément de webinars en replay et en présentation, et on a aussi énormément d'informations qui est partagée. Donc voilà. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à revenir vers moi. Mon adresse mail est présente juste en dessous. Nous avons aussi la possibilité de vous rediriger vers les questions plutôt orientées commerciales. Vous avez du coup cette adresse contact@manonmachine.fr. Merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé. Donc du coup c'est bien, je vais faire 1 heure pile poil maintenant. Voilà, merci beaucoup, excellente journée, à très bientôt, au revoir.